ces narcotrafiquants surarmés qui ont attaqué ce fourgon pénitentiaire hier au péage d'Incarville près de Rouen, avec cette journée aujourd'hui qui a été une journée terrible pour tous les agents de l'administration pénitentiaire, journée morte dans les prisons. On a suivi ça tout au long de la journée dans les éditions d'Europe 1 depuis le matin. Un témoignage nous a particulièrement tous émus, celui de Nicolas chez Pascal Pro. Nicolas, c'est un ami d'Arnaud, 34 ans, le plus jeune des deux agents pénitentiaires qui a été tué sauvagement hier à bout portant pratiquement à l'intérieur de son véhicule. On écoute le témoignage de Nicolas ce soir sur Europe 1. L'un de mes meilleurs amis, c'était mon futur témoin pour mon mariage le mois prochain. C'était un frère motard, un frère supporter de Lens, qui aimait toujours mettre la bonne humeur, toujours souriant. Un vrai tonton pour mes filles. Enfin, c'est un choc, surtout en sachant qu'il allait être papa dans quelques mois. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. C'est inexplicable, quoi. C'est vrai que quand on entend la radio ou la télévision, qu'on voit des drames pareils, ça nous touche. Mais là, c'est surtout qu'il n'y avait pas de raison, quoi, qu'il laisse sa vie, quoi. Le connaissant, il aurait lâché son arme et puis voilà, quoi. Enfin, je n'arrive pas à comprendre cette barbarie dans notre pays et que notre gouvernement aussi ferme les yeux, quoi. Profitez de vos proches. Il faut plus se prendre la tête pour rien et puis profiter de la vie parce qu'elle est courte. Profiter de ceux qu'on aime avant qu'ils partent. Voilà le témoignage de Nicolas que vous retrouvez sur europe1.fr. Évidemment, c'est extrêmement émouvant. Le gouvernement ferme les yeux aussi, dit Nicolas. Alors, question Louis de Ragnel, est-ce que le gouvernement prend la mesure de ce qui s'est passé hier ? Alors, on a entendu les discours de Gabriel Attal et d'Éric Dupond-Moretti. Globalement, il y a pas grand-chose à ajouter ou à retirer par rapport à ce qui a été dit. En revanche, ça tombait assez mal d'un point de vue politique parce que le matin même, donc hier matin, était remis un rapport sur l'état du narcotrafic en France, et donc on se dit mais les solutions on les connaît, il y a même plus besoin de Grenelle. Il y a eu un rapport donc qui était notamment rédigé par le sénateur LR Étienne Blanc avec beaucoup de sérieux, et il y a beaucoup de gens qui depuis des années quand même tirent la sonnette d'alarme sur le laxisme judiciaire, sur le fait que les agents de l'État sont pas assez on n'assure pas suffisamment leur protection. Il y a 10 ans quand ils on ont du disait matériel préhistorique. Voilà, il y a 10 ans, quand on vous disait ça, vous étiez un facho. Aujourd'hui, on voit bien que, en fait, le réel a rattrapé, même percute l'action du gouvernement. Mais on voit aussi à quel point on est totalement désarmé, parce que quand vous discutez avec des policiers qui luttent contre le narcotrafic, ils vous expliquent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de procédures, on peut plus rien faire sur les stupes, on peut pas injecter de produits stupéfiants dans le marché, parce que sinon c'est les policiers qui sont, vous savez, parfois ils ont besoin d'injecter des produits stupéfiants pour pouvoir remonter des filières. Aujourd'hui, c'est devenu illégal, ils n'ont pas le droit de faire ça. On se souvient tous du film Bac Nord avec l'issue terrible. Qui montre très bien cela. Et voilà, c'est un peu, voilà, tous ceux qui ont regardé Bac Nord, voilà, l'incapacité de l'État se trouve dans ce film, et globalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé sur les capacités de la police à entraver ces réseaux-là. Et je termine simplement d'un mot avec cette information qui a été révélée ce matin par William Molinier sur Europe 1, donc sur notre antenne, que je trouve que c'est une information intéressante. Mohamed Amra, donc l'auteur, le fugitif qui s'est fait évader par son commando, a été condamné, a eu 13 condamnations pour ce qu'on appelle des délits mineurs, entre ses 11 et ses 14 ans, donc 13 condamnations, mais comme il avait entre 13 et 14 ans, eh bien, il n'a pas finalement pas été condamné, et ça a été classé sans suite. Ouais. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses. Et ça, c'est la faille. C'est une des failles. C'est une des failles. Vous imaginez si entre 13 et 14 ans, vous auriez dû être condamné 13 fois, vous ne l'êtes pas, eh bien c'est un permis pour ensuite commettre des délits beaucoup plus importants. Donc il a commencé à 11 ans. Enfin, en tout cas, il a été repéré très tôt par les autorités à l'âge de 11 ans. Si ça se trouve, ça a été... Et donc, si vous voulez, Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout, mais dans les gouvernements précédents, il y a quand même des responsabilités dans la politique pénale qui était mise en place. On se retrouve dans un
instant avec Jean-Claude Dacier et avec Louis de Ragnel. Je vous signale que Laurence Ferrari vous donne rendez-vous bien sûr dans Europe 1 Matin. Tous les jours pour la grande interview Europe 1 CNews, entretien sans concession. Tous les matins en direct du lundi au jeudi à 8h10. Demain, elle recevra Michel Onfray, philosophe, auteur de La foudre gouverne le monde, qui sort justement ce jeudi aux éditions Albin Michel. À tout de suite dans Europe 1 Soir, nouvelle formule. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Louis de Ragnel et Jean-Claude Dacier pour commenter l'actualité dans Europe 1 Soir. La traque continue, donc après cette évasion sanglante de celui qu'on appelle communément la mouche. Juste, Louis de Ragnel, une notice rouge d'Interpol, c'est quoi une notice rouge ? Alors, une notice Interpol, donc est un organisme international de police, de coopération policière entre États, et donc le fait d'émettre cette notice rouge, c'est envoyé à tous les services de police qui contribuent à Interpol, donc quasiment tous les services de police du monde, et donc ça permet, si le fugitif ou si le commando est identifié à l'extérieur des frontières françaises, eh bien ça aide, c'est un outil d'aide. Et la notice rouge, c'est qu'il y a plusieurs couleurs, c'est ça, et que non, le rouge c'est important. Non, c'est le code des notices Interpol. Bon, voilà. Comme ça on le saura. Donc voilà. Jean-Claude Dacier, j'entendais ce matin une dame parler, une observatrice parler justement des différents niveaux d'escorte, et elle disait, mais voyez, on regarde, nous dans notre profession, on regarde le niveau aussi du comportement dans la prison, le dossier carcéral. Donc Mohamed Amra, en gros, elle nous expliquait, je vous fais la synthèse, mais que s'il s'était bien comporté en prison, que s'il avait bien mangé son plat à la cantine, que s'il n'avait pas eu de problème, finalement c'était pas parce que tout le monde a dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'ait pas été escorté en niveau 5 avec un fourgon blindé, des motards, des armes de guerre et pas des armes de poing? C'est vrai qu'on a cru au début qu'on avait affaire à un très gros poisson. Ouais. Il semble que ce soit pas tout à fait le cas. C'est un trafiquant de drogue, entre autres, incontestablement. Mais je crains, sans avoir encore l'explication officielle, je crains que ça dépende aussi des moyens disponibles. Alors la camionnette, on sait qu'elles sont pas blindées. Certains pensent que avoir des camionnettes ou des camions blindés, c'est pas non plus une solution. Les témoignages, ils sont en kangou. Oui, certainement. En plus de ça, c'est vrai que certaines fois, dans certains cas, les juges pourraient se déplacer pour entendre, quand il s'agit de discuter pendant 5 ou 10 minutes, le juge pourrait aussi se déplacer. Il y a sûrement des choses à faire, et je pense qu'elles vont être faites. Je crois, je peux me tromper, mais je crois que ce fait de société dépasse largement ce dont on peut techniquement en essayer d'en dégager et d'en sortir. Je pense que jamais l'État ne s'est retrouvé dans une situation où il démontre d'une manière tragique, enfin, sa faiblesse et son incapacité de répondre à la société française telle qu'elle est devenue. J'écoutais le témoignage du copain de cette victime de tout à l'heure. Nicolas. Moi, je suis comme lui, et je pense que beaucoup de Français, on a du mal à comprendre. Enfin, comment on peut légitimement tirer sans sommation pour dégager le terrain, sans prendre le moindre risque, pour aller peut-être plus vite, que sais-je, tirer sur des gens qui font leur métier, qui sont. Donc je pense que ça va laisser des traces profondes. C'est pas le seul exemple, mais celui-ci est particulièrement dramatique. C'est pas le seul exemple où l'État démontre, on en parle presque tous les jours, que sur beaucoup de points, il n'est pas au niveau et il n'a plus les moyens nécessaires pour répondre à la demande de l'opinion. Je trouve que la réponse du garde des Sceaux est à l'heure actuelle insuffisante. Et je pense que le président de la République serait bien inspiré, demain peut-être, de dire aussi un mot, parce que j'ai l'impression, je dis pas qu'il minimise, je pense qu'il est conscient de ce qui arrive. Mais on attendait plus de lui. Pour autant, quand j'ai entendu Madame Ayer dire, non, il n'y a pas de lien possible entre l'immigration et la sécurité. Ça restera. C'était dans le grand rendez-vous dimanche. Oui, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ouais. Donc je pense qu'il serait peut-être temps, ou alors on verra les résultats du 9 juin au soir, il serait sans doute temps pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être du fonctionnement de l'État français, on pourrait prendre des tas d'autres exemples, de dire aux Français que oui, on est conscient de ça va pas comme ça devrait aller et qu'on va prendre un certain nombre de mesures. Pour l'instant, je vois rien venir.